Donc là, pour l'anecdote aussi, donc moi ça m'a passionné cette rencontre entre François Ier et Charles Quint. Je vous ai mis une petite gravure, on a des textes, ils disent oui, qui sont arrivés à la porte de la marine, on connaît très bien l'histoire. Et François Ier a dormi chez Franck Conseil. Et Franck Conseil, il habitait aujourd'hui où il y a la villa Mazarin. Pardon. Et donc la villa Mazarin, c'est une très très vieille maison qui appartenait au Franck Conseil dont je vous ai parlé récemment. Et quelque chose qui m'intriguait dans cette maison, c'est que dans cette maison, ce qui est contemporain de la visite de François Ier et Charles Quint, il y avait une magnifique cheminée Renaissance. Et cette magnifique cheminée Renaissance, Nicolas Lasserre, historien local bien connu, avait dit qu'elle avait été vendue à de riches Américains à la fin du 19e siècle. Et cette année, je me suis dit, mais ça serait sympa de savoir où est, c'est l'anniversaire, on va chercher. Et donc là, moi je dis bravo à la technologie et l'informatique. Cet été, je me suis amusé à taper dans un bouquin, juste en tapant un bouquin. Renaissance, Fireplace, New York. Donc cheminée Renaissance en New York. Je me suis dit, l'Amérique, d'abord New York, c'est là où il y avait des riches, mais c'était pas dans le Dakota, dans le Montana. Bingo, sur la première page Google, je tombe sur cette photo-là, un riche appartement new-yorkais, 1898, ça avait l'air de notre cheminée Renaissance. Et en plus, un photo sous le même angle. Extraordinaire, elle a retrouvé la cheminée d'Aigues-Mortes, elle a retrouvé là. J'étais absolument éberlué. Alors, il y a le nom de la famille, c'était la célèbre famille Vanderbilt, qui était richissime, donc ils avaient des biens, des appartements, des maisons de partout. Et donc, je me suis dit, on va essayer de remonter le fil. Alors, de 1898, et puis je suis remonté jusqu'en 1944. Et 1944, le New York Times en parle. Il y a un article de 1944 où le New York Times dit que cette cheminée elle se trouvait dans le château, alors eux ils ont des châteaux, dans le château de Franck Conseil à Aigues-Mortes. C'était absolument fabuleux qu'à New York, en 1944, ils avaient encore le souvenir de Franck Conseil et d'Aigues-Mortes. Donc c'est pour ça que le château, on leur pardonnera, on passera. Et alors par contre, j'ai été frustré parce qu'après 1944, alors là je perds la piste. Parce que la veuve a disparu, ils se sont bataillés, l'immeuble a été détruit. Et alors là, ce serait beau si on reprenait les recherches. Et cette cheminée, à mon avis, ils l'ont pas détruite. Et le défi, c'est de. Ça serait beau de voir brûler. Donc voilà. Bon, il y a encore des recherches futures. Mais j'ai été éberlué d'arriver à trouver, juste avec 3 mots-clés, d'arriver à trouver la photo d'époque. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, Internet, pour les recherches, c'est fabuleux. Ça bouger de chez soi. On cherche, on trouve. C'est magique. Donc je vous ai parlé d'autre chose aussi, c'est la trouvaille de l'année. Je vous parle des dernières trouvailles, on oublie un peu la Camargue, on parle des choses que je vous disais au début qu'on parle jamais, les taureaux, les chevaux. Moi j'avais vu dans les textes qu'il y avait cette fameuse maison diocèse à Aigues-Mortes. Ça m'avait intrigué. Et la maison diocèse, et qui c'est diocèse, parce que c'est pas un nom local, les noms locaux on les connaît. Et bien j'ai trouvé cette année aussi. Et cette maison diocèse, en fait, c'était une maison, elle est au bout de la rue Amiral Courbet, aujourd'hui c'est un particulier qui habite là. Et ce Raymond Diocèse, c'était un médecin de Napoli, qui était originaire du Vigan. Et c'était le médecin particulier de la Grande Demoiselle, la femme la plus riche de France, la cousine de Louis XIV, donc qui ne sont pas n'importe qui, vous voyez, on avait affaire à du bon monde. Et ce grand médecin montpelliérain, c'est drôle, il s'est intéressé au cerveau, comme Bardax et comme Vocabulaire. Et bien il a épousé une Aigues-Mortaise qui s'appelle Elisabeth Perret, il a épousé il y a pile de 340 ans, en 578. Alors j'étais heureux à la fois de trouver la photo du moment et de trouver, de savoir en fait d'où venait cette maison diocèse. C'était un peu la trouvaille. Je me dis c'est quand même assez rigolo de voir un habitant d'Aigues-Mortes de l'époque. On n'avait pas l'habitude de le voir. Cette année-là a eu lieu un autre mariage assez important pour la commune. C'est la fille du gouverneur avec quelqu'un de la famille du roi Charles, de grande famille aussi. Et le gouverneur de l'époque, il s'appelait François-René Crespin-Dubec. Alors, lui, il est un peu particulier parce qu'il était très proche de Louis XIV, il a mis son tableau au et il a intrigué un peu sa punition, et puis ça a été d'aller dans son gouvernement, parce que en général, les gouverneurs, ils étaient dans leur terre, dans le fief, bien souvent à Paris, ils n'étaient pas affectés sur place. Et donc, lui, c'est un des rares qui est venu habiter chez nous à Aigues-Mortes. Alors, il a rencontré la marquise de Sévigné, tout le grand de son monde.
Et puis, quand sa fille s'est mariée, donc à Paris, à Saint-Cloud, il y avait vraiment un Beaumont, il y avait Louis XIV, son frère, toute la famille. Ils ont reçu aussi la fille et le gendre, et alors il a demandé à la communauté d'illuminer et de mettre des grandes armoiries depuis la tour Carbonnière jusqu'à Aigues-Mortes. Alors là, ça s'est resté dans les annales des consuls, parce que ça a coûté un bras à la municipalité et aux habitants aussi. Alors là, ça les a fait parler, parce que ils n'étaient pas trop contents de payer pour les armoiries, les cierges et compagnie. Voilà, c'était la petite anecdote, on ne parle jamais des gouverneurs. Moi, je me suis dit, mais aujourd'hui, voilà, on va vous parler et pas de lien avec la géologie, mais c'était un peu une trouvaille originale. Et je trouve dommage que le château du gouverneur, la Aigues-Mortes, on ne connaisse pas un peu la vie de tous les gouverneurs, il y aurait un boulevard à raconter de belles histoires. Alors, pour les gouverneurs aussi, voilà. Donc voilà, le château du gouverneur, je pense que c'est de vous allez. Moi, ça me fait très marrer, on voit le château du gouverneur, mais en fait, le gouverneur, il y en avait plein. Je vous ai mis quelques photos, c'est pareil, avec Internet, il suffit de chercher, on trouve. Juste la liste des gouverneurs. Alors, au début, ça a été assez mouvementé. Il y en a un qui s'appelle Rodolphe des Impôts, qui a livré la ville aux Anglais. L'autre, sous lui, le château était incendié, et l'autre, il a été payé par les Espagnols, les autres, ils ont été décapités. Après, on a les guerres de religion aussi. Dupleix, c'est lui qui a pris la ville par la force. Voilà, si vous voulez, mais aujourd'hui, je n'ai pas développé la vie des gouverneurs. Juste pour l'anecdote, je vous ai parlé donc, de Vardes qui vivait sous un grand pied. Et juste après lui, on a eu Charles d'Aubigné. Alors, Charles d'Aubigné, c'était le frère de Madame de Maintenon, donc encore très proche de la cour. Et ce Charles d'Aubigné, c'est lui qui est à l'origine des armoiries. Et les armoiries, c'était une duchesse de Roquelaure, qui était une maîtresse de Louis XIV. L'État n'avait plus d'argent, et elle a eu une idée géniale. À l'époque, c'est uniquement les nobles qui avaient leurs armoiries. Et elle lui a dit, Louis, tu veux faire du pognon, il faut que chacun puisse faire ses armoiries et payer. Donc, quand on prend les gens par leur vanité, tous les bourgeois et les villes se sont mis à payer et à avoir leurs armoiries. C'est de cette époque-là que datent la plupart de toutes les armoiries. Et donc, c'est lui qui a choisi à l'époque Saint-Martin. Alors, pourquoi il a choisi Saint-Martin? C'est tout simple. Parce que Saint-Louis, c'est assez surprenant, parce que souvent, il y a des gens qui nous disent le patron des Aigues-Mortes, c'est Saint-Louis. Pas du tout. Le patron des Aigues-Mortes, c'est Saint-Martin. Et ils ont choisi Saint-Martin parce que c'était le protecteur du roi de France. Et là, on va faire un lien avec la Grande Guerre. Parce que s'ils ont choisi la date du 11 novembre pour l'armistice, ils ont choisi le 11 novembre parce que c'était le saint protecteur de la Gaule et des rois de France. Et donc, à l'époque, c'était très symbolique de fêter l'armistice le jour du protecteur de la Gaule et des rois de France. Et en même temps, le 11 novembre, c'était une fête pour les enfants côté allemand. Donc, ça faisait coup double et ça permettait de dire, vous voyez, nous, on a vraiment gagné. Et du coup, si vous regardez le calendrier actuel, vous verrez qu'il n'y a plus de Saint-Martin sur la calendrier. Parce que le Saint-Martin, c'était le 11 novembre. Et donc, du coup, c'est les armoiries des Aigues-Mortes. Voilà pour la tête. Alors, bientôt 200 ans aussi, ça a été une trouvaille absolument fabuleuse. JVM, c'est les initiales de Jean Vigne-Malbois. Alors, Jean Vigne-Malbois, il est connu, Aigues-Mortes, il a été maire pendant longtemps. Il a pris la fuite de son beau-père à Stanislas Malbois. Et donc, c'est une famille de notables Aigues-Mortais. Et alors, aux archives du Gard, ils avaient son journal. Son journal, il s'est amusé à écrire son journal en 13 cahiers. Et à Nîmes, ils avaient les cahiers de 8 à 13. Et je me suis dit, quand même, c'est dommage de ne pas avoir le début, quand même. Donc j'ai cherché, et grâce à la généalogie, j'ai trouvé une descendante qui s'appelle toujours Vigne, qui vit dans le Finistère en Bretagne. Et un jour, je l'ai appelé, c'est M. Vigne, et je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir le journal de votre enseigne? Il m'a dit, oui, d'autant plus que j'ai le début du journal. Donc, les archives uniques, je leur dis, si vous voulez, vous avez la feuille, on a le début, on peut faire quelque chose. Et donc, on s'est amusé tout l'hiver, l'hiver dernier, à retranscrire ce journal. Et donc, on a les 13 cahiers complets. Donc, il a commencé en 1820 à écrire. Au début, c'était ses courses. Il dit, aujourd'hui, j'ai acheté 10 litres de lait, j'ai acheté tant de caisses de maquereaux. Et puis, petit à petit, il raconte l'histoire de la commune. Et en fait, c'est passionnant. Parce qu'à l'époque, il a rencontré chez lui Chateaubriand, Prosper Mérimée, il a rencontré tous les hommes hébergés, tout un tas de gens très connus au passé. Et donc, ce journal, moi je trouve que ça mériterait d'être connu au plus grand nombre. Parce qu'on
amusé avec le descendant à la noter. Et voilà, ça fait partie des projets de recherche, de projets futurs. Et pour l'anecdote, donc du coup, à titre professionnel, on a fait un guide sur la Bretagne. Donc je suis allé en Bretagne pour le boulot, mais je me suis dit qu'il faudrait quand même qu'on se voit un jour pour qu'on parle du journal. Il est arrivé chez lui, il m'a sorti des tableaux de famille. Et donc j'ai pu voir les tableaux de la famille de Vigne. Donc celui-là était maire aussi des moments du 19e. Et c'était assez fabuleux de voir, comme ça en Bretagne, au bout du Finistère, toute une série de tableaux de notables de Comorté du 19e siècle. C'était assez fabuleux. Mais par contre, le drame, c'est que dans le journal, lui aussi, il raconte qu'il s'est fait peindre plusieurs fois, et on n'a pas de tableau, ni de lui, ni de beau-père, et aussi du maire qui a suivi, qui s'appelle Adrien Collet, et qui, lui, est à l'origine de la statue de Saint-Louis, que je vais vous montrer juste après. C'est vraiment dommage de ne pas avoir les tableaux, c'est assez frustrant d'avoir le journal, de raconter comme être aimé le peindre, et de ne pas avoir la suite. Donc, je vous ai juste mis un extrait du journal pour vous montrer un peu l'écriture de l'époque. Donc il est assez facile à lire, il dit « J'ai été au cours avec Adrien », donc sous-entendu Adrien Collet, le maire qui lui a succédé, et nous avons trouvé, voilà, tout l'écriture particulière, on arrive à la lire. Et pour l'anecdote, c'est ce Jean Vignon-Valbois, le maire, qui a publié quelque chose sur la galère qu'ils ont trouvée quand ils ont détourné le Vidoureux. Donc il a fait l'article, donc on a aussi l'article, et ça serait intéressant à reboucler. Mais mon drame, c'est de ne pas avoir arrivé à trouver le tableau. C'est fou de le lire, de voir la femme, le mari, le frère, la fille, le grand-père, et de ne pas arriver à le voir lui, c'est un peu là. On se dit avec la Méline que peut-être il y a eu un partage un jour, et que le tableau, il est dans la famille quelque part, dans le sud, alors on va rechercher toutes les branches. Donc si vous voyez un tableau un jour avec Jean Vignon-Valbois, vous criez, et puis on arrive, on le prend en photo, on la rend tout de suite. Et voilà. Donc, Adrien Collet, si vous voulez, on fait un petit jet. Adrien Collet, c'est le maire qui est à l'origine de la statue de Saint-Louis. La statue de Saint-Louis, dont je parlais sur la place. Donc, c'est lui qui est à l'origine. Et elle a failli être inaugurée, il y a pile 160 ans, elle devait être inaugurée en 1848. Donc, c'est pour ça que je fais encore un clin d'œil avec l'historique. Et puis, 1848, à l'époque, c'était un peu agité en France. Il y a eu une révolution, je ne sais pas si vous savez. Et donc, du coup, la monarchie dite de Juillet, elle a pris fin, elle n'a pas inauguré la statue. Et du coup, c'est la République, en 1849, qui a inauguré la statue du roi. Voilà, c'était un peu l'anecdote, c'était assez rigolo. Et alors, ce que j'ai trouvé récemment, et ça j'étais assez stupéfait, je n'avais jamais vu ça. Vous savez, je m'intéresse sur une photo, peut-être que vous l'aurez deviné. J'ai trouvé ces trois photos qui datent à peu près vers 1855. Les plus anciennes photos qu'on avait, c'était 1870-80. Là, on est en 1855. C'est les précurseurs de la photographie. Et c'est assez fabuleux. Et vous voyez, à cette époque-là, quand il a fait la photo, il y avait à peu près uniquement 10 ans que la statue était en place. Donc ça, c'est vraiment des documents exceptionnels. Depuis 20 ans que j'ai des photos anciennes, j'étais jamais tombé là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous les faire partager. Alors les trois, elles sont à la même taille. Mais je vous ai mis l'autre en petit parce qu'il n'y a aucun détail intéressant. Donc c'est Louis qui était quand même emblématique, et vous ne pouvez pas parler de Saint-Louis. Et le détail de la troisième, ce qui est très intéressant, c'est que la porte est murée. Et c'est la seule photo ancienne d'Aigues-Mortes où on voit une porte qui est murée. Parce que les portes elles ont été démurées dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc quand j'ai vu cette série de trois photos, j'étais bluffé et je me suis dit que c'est quand même le seul bonhomme qui a photographié les portes murées. Voilà pour l'anecdote. Donc on a des photos après postérieures, mais qui sont quand même très très vieilles. Celle-là, juste avant mon autre trouvaille, ça faisait partie du best-of des puits photos d'Aigues-Mortes. Alors, il n'y a pas trop d'éléments de datation, mais quand on regarde dans la maison, il y en a quelques-uns. Par exemple, là, devant, on voit qu'il y a un pont-levis devant la porte de la Gardette. Et ce pont-levis-là, il a été détruit, démoli en 1870. Donc ça veut dire que la photo, elle est antérieure à 1870. Tout comme la photo de Cuba qui fait la même série. En gros, c'est l'angle de la porte de la Poudrière. Et si vous voulez, là, c'est le rempart sud. On est carrément au bout du rempart.
et c'est le rempart sud, et ça c'est la porte de la marine, vous savez, porte principale également de côté sud. Donc c'est assez beau de voir les remparts à l'intérieur avec aucune construction. Donc là, on est avant 1870. Et l'autre, alors l'élément de datation, il est formidable aussi, il est lié à la signature. Et moi, ce qui m'a interpellé quand j'ai vu cette photo, elle est avec grand format, c'est un beau tirage au format 4. J'ai vu cette signature-là, et ça m'a interpellé, et j'ai réussi à déchiffrer, j'ai vu un G, et j'ai vu NAUD. Et l'eau, c'est un nom typique des Comores, donc j'ai cherché l'eau. Et j'en ai trouvé deux qui ont été des pionniers de la photographie, dont un qui a exercé, celui-là, Gustave, il exerçait à Marseille, à Nîmes, avec Nadar, avec des positions de la photographie. Et donc, pour l'élément de datation, il est mort en 1874. Il a commencé son activité de photographe dans les années 1858-59. Donc ça fait vraiment de la photo très très ancienne. Et pour l'anecdote, à l'époque, les appareils photo, c'est pas comme aujourd'hui où on fait un selfie, ça marche. À l'époque, la technologie, elle n'était pas au point. Donc il fallait des très très longues pauses pour capter l'image. Donc c'est pour ça que souvent sur les photos, il n'y a pas de personnage. Parce que les personnages bougent. Et là, vous voyez que la péniche qui est devant, elle est complètement floue. C'est-à-dire qu'il a dû mettre son appareil, il est resté un bon moment, et la péniche, entre-temps, elle a dû bouger. Alors il est peut-être passé des personnages, mais on ne les voit pas. Et comme élément de datation aussi, j'ai mis le tableau célèbre de Frédéric Bazille, qui lui est bien daté. On retrouve exactement les mêmes arbres, à la même hauteur, c'est le même angle de vue que la photo de Gustave Neuve. Donc voilà, je voulais vous faire part aujourd'hui, dans les meilleurs du temps, de photos quand même qui sont assez rares, et quand même dit avant 1870. Je crois que ça méritait aujourd'hui d'être vu, parce que c'est pas des photos. J'aurais aimé les avoir quand j'ai fait les livres sur les photos anciennes des copains, ça aurait été là. Bingo, et c'est toujours beau d'arriver à trouver des choses comme ça. Assez drôle, et surtout le plus beau, c'est d'arriver à les faire parler. Je recherche toujours le petit détail pour faire en parler les images. Et donc on va faire un bond d'anodin, on était à 150 ans, parce que je pourrais vous parler des morts tout le temps, mais je me suis dit, vous vous souvenez peut-être les vieilles photos, vous en avez marre. Il y a 100 ans, vous n'êtes pas passé à côté, on a fêté l'armistice de la Grande Guerre. Alors, c'était l'objet de l'ouvrage qu'on a fait vers Jeanne qui était ici aussi, et on a voulu montrer les liens entre la Grande Guerre et la géologie. Alors, vous allez me dire, la géologie, c'est quoi? Il y a du sable, il y a des pixels, mais quel est le lien avec la Grande Guerre? Quand vous allez voir le ministère des Armées, on leur a parlé, pareil, on vous a dit, la géologie, la Grande Guerre, on a dit, attendez, on vous explique et après on discute. Et en fait, la Grande Guerre, elle est différente par rapport aux précédentes, parce que le front s'est fixé. Avant la Grande Guerre, c'était toujours des guerres de mouvement. Les guerres 70 sous Napoléon, on envoyait la cavalerie, on tirait, on envoyait l'infanterie, ça bougeait. Donc les troupes bougeaient, il n'y avait pas de problème. En 14, le problème, c'est que l'artillerie est devenue puissante. Et là, évidemment, ils se sont arrêtés. Donc la guerre de 14, on a tous envoyé des tranchées, le front s'est fixé fin 14, et les uns et les autres, ils ont été bloqués. Seulement, le problème, c'est que quand on est bloqué, les bonhommes, il faut les faire boire, il faut faire du pain, il faut les approvisionner à l'eau, il faut faire de l'assainissement. Et pour faire de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des forages. Et les forages, on ne les fait pas n'importe où. Si vous êtes dans une vallée, sur un sommet, à n'importe quel endroit, donc il a fallu que les bonhommes y creusent. Ils ont fait aussi des tranchées, il a fallu que le soit au sec. Donc ils les ont drainés avec n'importe quel endroit. Et donc, au départ, les géologues, ils étaient dispersés un peu dans tous les corps d'armée dont ils n'avaient pas employé pour leur métier des géologues. Et puis les généraux, fin 14, c'est là où ils ont réalisé, ils ont dit non, mais on va peut-être faire des corps de géologues et on va un peu les disséminer, ils vont peut-être nous expliquer des choses intéressantes. Et en fait, ça a été un peu la renaissance de la géologie appliquée. Et ils ont fait des cartes appliquées aux militaires sur lesquelles ils disaient terrain propice au proprement, pas propice, terrain mou, terrain dur. Et donc, le premier objet, ça a été surtout de trouver l'eau. La trouver, la protéger aussi, parce qu'il y en a certains qui la polluaient, avec des munitions, des cadavres, des choses mortes. Il fallait s'en préserver, je vous ai dit, le drainage. Ou alors, parfois, ils l'ont pollué volontairement. Quand le front a un peu bougé après en 17, les Allemands, ils ont volontairement empoisonné des puits pour ralentir la progression des Alliés. Donc, la maîtrise du sous-sol, aidée par les géologues,
c'était vraiment un élément stratégique dominant, à la fois pour ces aspects d'eau. Et le deuxième aspect, ça a été la guerre souterraine. Parce que si le front est fixé, ça ne sert à rien d'envoyer un peu des obus de temps en temps. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut creuser par-dessous, et puis il faut aller poser des fourneaux de mine et faire tout péter. Et donc, les géologues, ils ont servi à quelque chose. Ils ont vu où étaient les nappes d'eau dans le sous-sol, et ils ont dit, il faut creuser à tel endroit ou pas à tel endroit. Et pour l'anecdote, dans les Flandres, les Anglais, ils ont même été très futés, parce qu'ils étudiaient les uns et les autres les bruits dans le sol. Ils ont sculpté le sol, ils disaient, ah, eux, ils grattent, à quelle profondeur, tout ça. Et les Anglais, ils ont été futés. Ils ont dit, on va peut-être travailler un petit peu plus, mais on va creuser sous la nappe phréatique, qui faisait grand bruit. Et les Allemands, ils n'ont rien vu venir. Et la grande attaque en 1917, ce qui est drôle, c'est qu'on a le côté allemand, il y a son journal, il raconte toujours ce qui se passe. Et la veille de la grande explosion, où ils ont mis des centaines de tonnes d'explosifs, il a fait son rapport, c'était un lieutenant-colonel allemand, il dit, il n'y a aucune chance que les Anglais creusent. Et évidemment, le lendemain, c'est là où ça a tout pété. Parce qu'ils avaient creusé sous la nappe phréatique. Pour vous illustrer, donc je vous ai mis des puits anglais, des forages anglais dans la Somme. Et donc ils ont fait tout un tas de forages. Je crois qu'il y en a eu 480 réalisés uniquement pour les armées. Et donc ils ont creusé pas n'importe où, là c'est dans la craie. Et l'autre exemple, vous voyez, c'est un tunnel allemand sous le chemin de Lame. Et les Allemands, donc ils étaient eux en position dominante sur le plateau. Ils étaient sur des calcaires durs, ils ont fait des casonnades. Mais dans la succession géologique, sous les calcaires durs, il y a des niveaux avec du sable. Et dans les niveaux du sable, il y a des nappes d'eau aussi. On voit des anciennes traces. Vous voyez, quand vous avez des traces comme ça, il y a eu des oxydes de fer, c'est quand l'ancienne nappe a laissé des dépôts de couches d'oxyde de fer. Et les Allemands se sont servis du sable qui se trouve juste sous le calcaire dit Lutétien, et ils ont fait de très très longs tunnels pour acheminer des hommes et des munitions. Et donc ils ont creusé comme ça tout au long du front, avec des techniques totalement différentes. Pour l'anecdote, je vous ai mis la petite photo à droite pour vous montrer les contrastes de roches. Là, on est le chemin des Dames sur le nord-est de Paris. Là, c'est typiquement le grès des Vosges, exactement à Boudingue. Et le grès des Vosges, voilà, en rouge, c'est l'endroit où ils se sont battus le plus en profondeur tout le long de la ligne de front. C'est au col de la Chapelotte. Ils se sont battus jusqu'à moins 120 mètres sous la surface. Et dans des grès, des poneys qui sont très durs, donc ils avaient des compresseurs pneumatiques. Et donc toute la journée, ils avaient le compresseur, et ils sont descendus jusqu'à moins 120 mètres. Et pour l'anecdote, il y avait Gomorté, qui était là à l'école des mines d'Alès, qui est mort dans un camouflet, parce que les uns creusaient d'un côté, les autres de l'autre. De temps en temps, il mettait un fourneau de mine, il faisait tout péter, et donc il fallait. Voilà pourquoi ils sont descendus jusqu'à moins 120 mètres. Et des fois, pour pas s'attirer, ils s'amusaient aussi à pomper de l'eau et à arroser, faire un petit trou l'autre chez le voisin, pour que l'eau, elle mouille les munitions et que l'autre ne puisse pas faire exploser. Donc, vous voyez, la maîtrise du sous-sol, ça va très très loin. Alors ça, c'est de la Grande Guerre. Vous allez me dire, mais pourquoi il a foutu un truc comme ça? C'est assez bizarre, le dromadaire. Vous allez me poser la question. J'ai une parenthèse parce que je vous ai mis, c'est la renaissance de la géologie appliquée. Parce que Napoléon, c'est le premier à avoir utilisé des géologues pour leur métier de géologue. Il a fait ça pendant la campagne d'Égypte en 1898. Et donc il a amené tout un tas de géologues de l'époque, dont par exemple le marquis de Tholomyès, qui est connu. C'est lui qui a donné son nom à la roche Dolomite. La chaîne des Dolomites en Italie, et la roche qui a son nom, il était très connu de Tholomyès. Donc lui, il a passé sa jeunesse à prouver en France du charbon, du fer, du salpêtre. Et donc Napoléon, avec lui, il a pris tout un tas de savoir en Égypte. Et la campagne d'Égypte, le but, c'était aussi de trouver de l'eau dans le désert. Donc vous voyez, la géologie militaire, on avait oublié en 14 que Napoléon, à l'époque, il était allé là-bas. Alors pourquoi j'ai mis le dromadaire? C'est le symbole du désert de l'eau. Et c'est un beau papier en tête du régiment de dromadaires que j'ai trouvé. Et en fait, parce que les militaires, ils s'étaient dit, ok, on va là-bas, on achètera des chevaux, on y va, la cavalerie. Sauf qu'en arrivant, ils ont trouvé quelques chevaux, mais il y avait beaucoup d'hommes et pas beaucoup de chevaux. Donc ils ont fait une locale, et donc ils ont fait carrément un régiment de dromadaires. C'est assez peu connu, et celui qui était à leur tête, il s'appelait Cavalier. C'est le mono cavalier dromadaire déjà, c'est drôle. Et deux, ça nous touche parce qu'il était gardois. Et dans ce régiment de dromadaires, il y avait des gens du sud, de chez nous, du Gard, des Bouches-du-Rhône, de partout, et donc un Gomortais.
Donc c'est pour ça que je vous ai mis un peu j'ai fait le lien entre Aigues Mortes, le précurseur de la géologie appliquée, Napoléon. Oui, j'ai fait une espèce de balayage diagonal. Et ça vous paraît disparate, mais en fait, tout est lié. Voilà. Alors, les aspects de la géologie, je vous ai dit, c'était surtout l'eau. Il y avait creusé par en dessous. Mais il y a énormément d'autres aspects insolites. Alors, pour l'anecdote aussi, je vous ai mis un mortel qui s'appelle Théophile Labrousse. Et lui, il était dans l'aviation. J'ai cherché à illustrer l'aviation. Voilà, j'ai profité du livre national de l'Hergel pour caser un maximum des commentés qu'il avait sous la main. Ça fait une pierre de. Les autres applications de la géologie, c'est assez drôle, il n'y a pas que l'eau est creusée dessous, il y a aussi des expertises dans le béton. Alors vous allez me dire, le béton, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le béton? Eh bien, quand ils se sont battus dans les flandres, le front passait dans la plaine argileuse. Quand vous avez de l'argile, à part de l'argile et de l'eau, quand vous voulez construire, c'est un peu comme à la grande motte, il faut avoir du béton, il faut une autre chose. Alors les Anglais, ils avaient de la chance parce qu'ils avaient des carrières de boulonnais et des calcaires, donc ils ont eu des cailloux durs qu'ils sont allés chercher à côté. Mais les Allemands, ils se sont retrouvés dans l'argile. Et donc, en douce, ils sont allés chercher des cailloux chez eux, qu'ils ont fait transiter par la Hollande, qui était un pays neutre, je rappelle, et après, ils ont pu construire là. Mais les Anglais, quand ils sont un peu avancés, ils ont appris quelques-uns, ils ont envoyé des géologues à des entiers. Regarde un peu la casemate, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vous ai mis des photos. On est allé faire des photos des casemates dans les flandres aujourd'hui. Et on a trouvé des roches un peu bizarres. Et à l'époque, les géologues anglais, ils ont expertisé et ils ont déterminé que le provenait du massif de l'Eifel en Allemagne. Vous voyez, on a encore le traçage de l'origine des roches, un peu comme les galets de Gênes. Et donc là, c'est un scandale à l'époque, parce qu'ils sont allés voir les Hollandais qui étaient neutres, ils ont dit, écoutez, vous êtes neutres, mais si vous arrêtez de prendre des cailloux des Allemands, ça nous ferait plaisir. Donc il y a eu un peu le tas de contentieux. Et en tout, c'est 400 000 tonnes de gravier qu'ils ont fait transiter par la Hollande. C'était un truc absolument phénoménal. Donc, vous voyez, l'expertise géologique, le semi-chez nous, on n'attend pas. Les géologues, ils ont aussi regardé les compas d'aviation. Parce que la Grande Guerre, c'est aussi la naissance de l'aviation. Donc, pour faire des compas à l'époque des boussoles, aujourd'hui, on a tous le GPS, à l'époque, ils avaient des compas. Et donc, il fallait des roches particulières qui n'étaient pas magnétiques, qui étaient assez résistantes, qui ne devaient pas s'user. Et donc, on leur a demandé aussi d'expertiser. Ils ont fait ça avec des pôles d'agate et des pointes à saphir. Donc, vous voyez, il y a toute une recherche pour l'aviation. Même pour les sonars. La Grande Guerre, ça a été un peu le début des sous-marins. Et le but, quand il y avait des sous-marins qui attaquaient les flottes, c'était de trouver des sous-marins. Alors, ils ont dit comment on fait. Et ils ont inventé l'ancêtre du sonar. Et cet ancêtre du sonar, ils l'ont fait avec des graines de quartz qu'il fallait ultra pures. Et on a utilisé les propriétés piézo-électriques du quartz. Et donc, il a fallu aller chercher du quartz très très pur à Madagascar, qui était une colonie française. Donc, vous voyez, l'expertise géologique, elle est à la fois dans le béton, les avions, les sous-marins, et aussi la traficabilité. Parce que la traficabilité, et les militaires font toujours ça aujourd'hui très bien, quand ils vont sur le terrain, ils veulent savoir où ils mettent leur chenille. Par exemple, pour la guerre du Golfe, c'est le BHM qui a fait l'étude pour dire là où il fallait faire passer les chars de l'opération Daguet. On ne fait pas passer les chars d'un bouclier. Et donc en 2014, quand ça a été les premiers chars, ils ont fait des cartes dites de traficabilité en disant il faut aller à tel endroit, il ne faut pas aller à tel endroit. Donc voilà un peu l'autre aspect de la géologie. Alors l'aspect des géologues, ça a été aussi les ressources minérales, parce que qui dit grande guerre, du coup, il a fallu du charbon, il a fallu du pétrole, de la potasse. Et pour l'anecdote, avant la Grande Guerre, pour faire des explosifs, on utilisait la potasse qui venait d'Alsace, qui à l'époque coûtait allemand. Et quand il y a eu la guerre, les Allemands n'ont plus voulu pas vendre la potasse. Ils se sont dit si on leur vend la potasse qui font des explosifs, c'est pas bon. Donc il a fallu que les Français soient un peu malins. Et donc, ils ont cherché d'autres moyens, je vais en parler juste après, de faire des explosifs sans potasse. Il a fallu aussi du charbon et du pétrole pour faire de l'énergie, mais on a fait aussi des explosifs avec du charbon et du pétrole. J'en parlerai juste après. Pour l'anecdote, je vous ai dit que c'est aussi en 1916 qui est apparu pour la première fois l'heure d'été. Vous savez qu'on change l'heure d'hiver à l'heure d'été. L'heure d'hiver, l'heure d'été, elle est née pendant la Grande Guerre. Au départ, c'est les Allemands qui ont démarré. Ils ont dit, bien, change à l'heure, on pourra économiser le charbon. Voilà. Et pour l'anecdote, ils avaient aussi changé la guerre. Ils avaient prévu
d'abattre le Kaiser au cours d'une opération commando. Ils avaient le parcours, ils avaient tout. Seulement, les Anglais, ils ne savaient pas que les Allemands, ils avaient changé d'heure. Et donc, les Anglais sont arrivés 1 heure après le passage du Kaiser. On aurait pu avoir tout un autre destin si tout le monde avait eu la même. Voilà, c'était pour l'anecdote. Et dernière invention pendant la Grande Guerre, on a inventé aussi la sismique. Alors la sismique, vous savez, c'est les séismes naturels. Il y a les séismes qu'on provoque l'homme. La sismique, on fait des petites explosions. Et ça ressemble à ça en profil sismique. Et c'est en gros, pour vulgariser, c'est une échographie du sous-sol. Ça vous permet de voir les différentes couches. Alors, je vous l'ai mis un tout petit, mais c'est très grand. Et en fait, celui qui est vidé, il était vraiment, il s'appelait Lunger d'une trompe. Et lui, de l'artillerie, il a dit, mais c'est bizarre, quand il tire dessus, le canon, il y a le sol qui vibre. Et si le sol vibre, on peut peut-être essayer de l'enregistrer, et en faisant des mesures à plusieurs endroits, et de la triangulation, et on va peut-être savoir où se trouve la batterie. Et c'est comme ça qu'est née la prospection sismique, qui est toujours utilisée de nos jours pour la connaissance du sous-sol. C'est grâce à ce Lunger d'une trompe. Et dans un écrit célèbre, comme on a vu, c'était assez drôle, il dit que lui, il avait 2 difficultés. Sa première difficulté, c'était de localiser le canon, savoir où il était. Et la deuxième, c'était de convaincre sa hiérarchie de dire oui, c'est le bon endroit. Donc il disait toujours, j'ai ces 2 difficultés-là. C'est pas tant de trouver les canons, mais c'est de dire à ses généraux, la batterie, elle est là, allez-y, c'est là qu'il faut tirer. Et je vous ai mis par exemple ce qu'on tire à partir d'un profil sismique aujourd'hui. On a un schéma qui ressemble à ça, et ça permet aux géologues de dessiner les différentes couches dans le sous-sol. Et je vous ai mis une coupe là, voilà, qui va à peu près de l'avant-âge, qui traverse à travers la Camargue, la Caresse. Et c'était juste pour vous illustrer qu'en surface à la Camargue, c'est tout plat, mais le sous-sol, c'est très très complexe. Voilà. Et là, du côté de Pierre-au-Feu, c'est très très profond, les roches oranges, vous voyez. Et c'est là où ils vont chercher le sel du côté de Vauvert. Vous savez, il y a une usine de sel à 2500 mètres. Et ce sel, il se trouvait en surface à l'époque à l'Oligocène. Et là, c'est un fossé d'effondrement. Après l'Oligocène, ça s'est enfoncé. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a du sel à grande profondeur. Voilà. Donc je vous disais que juste avant, on n'avait plus de potasse pour faire des explosifs. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du sel. Et nous, on a fait des explosifs à base de chlorate. Et donc le sel, ici c'est dans les salines des mortes, et celui que je vous ai entouré en rouge, avec un B, c'est le marquis de Baroncelli, que vous connaissez bien également. Et le marquis de Baroncelli, lui, ben, il était dans la territoriale, il était du côté de Toul. Et en fait, lui, ça lui plaisait pas trop, et puis il était plutôt antimilitariste, et puis donc du coup, ça n'avait pas trop plu à sa hiérarchie. Et il lui a dit, bon, il faut les garder les prisonniers, on ne peut pas vous garder avec nous. Donc ils l'ont mis dans les salins de Pékin. Et dans les salins de Pékin, comme les aigles mortés étaient au front, en fait c'était des prisonniers prussiens et bulgares qui utilisaient ce sel-là. Et donc le sel, bon, ça servait pour la cuisine, mais il y a une bonne partie qui est partie à Chèvre, en Haute-Savoie, et qui a servi à faire des explosifs à base de chédite. C'était un explosif chloraté. Ils en sont servis aussi pour faire le célèbre gaz moutarde, qui est le fameux gaz de combat, qui est lui aussi à base de chlore. Je vous ai mis la formule chimique. Dans le salle de celle des Gomontes, la Grande Guerre, on n'aurait pas eu tous ces explosifs chloratés, et ni le gaz moutarde. Donc voilà, les salaires à l'époque. Et puis j'ai trouvé une jolie photo aussi, avec quelques aigles mortés, et aussi des prisonniers bulgares. Même dessus, un joli croissant et tout, donc c'est des prisonniers bulgares qui récoltaient le sel pendant la Grande Guerre. La photo, elle est de 1917. En dehors du ciel stratégique, avec l'œil du géologue, pour l'anecdote, si je vous ai mis des fleurs de châtaignier, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré le col de la Chapolotte et les Grilles, vous savez, l'endroit où ils se sont battus le plus en profondeur, à moins de 120 mètres. Mais avant la Grande Guerre, il n'y avait aucun châtaignier. Et après la Grande Guerre, il y a eu des châtaigniers. Le châtaignier ne pousse que sur les sols dits acides, comme les schiste, les granites et les grès. Et les militaires appellent ça des plantes obsidionales, c'est-à-dire celles qui ont été apportées par les guerres. Et en fait, ce sont des châtaignes qu'ont mangé les Gardois, et certaines ont germé, ont semé. Et donc aujourd'hui, vous avez des châtaigniers probablement qui résultent de l'envoi de familles gardoises au Poilu qui est dans la gauche. C'est assez rigolo sur le côté géologie
Par exemple, dans la Somme ou ailleurs sur le front, on n'a pas de châtaignier parce que c'est le seul endroit où il y a de tels sols acides le long de la ligne de front. Et l'autre anecdote géologique assez drôle, c'est que ça, c'est dans les Flandres, c'est le seul endroit, à cause de la nappe d'eau, où ils n'ont pas pu creuser de tranchées, parce que c'est un peu comme chez nous, dès qu'on creuse, il y a de l'eau. Donc c'est le seul endroit du front où les tranchées, elles sont surélevées. Et donc ils ont fait des sacs de ciment, vous voyez là, donc c'est les seules tranchées non enterrées du conflit. Et si vous regardez avec des bons yeux, vous avez des coquelicots rouges qui poussent uniquement sur les bordures. Vous allez dire, mais c'est bizarre, parce qu'au milieu, quand même, c'est vert, il y a de la terre et ça ne pousse pas. Et c'est parce que le coquelicot, lui, ne pousse que s'il y a du calcium ou du calcaire. Donc c'est pour ça que le coquelicot ne pousse que près des endroits où il y a des sacs de ciment. Et c'est pour ça que souvent, les Anglais, ils ont l'emblème du coquelicot, vous savez. Le coquelicot dans les Flandres, en fait, il a poussé, après-guerre, il y a beaucoup de sols argileux, il a poussé à cause des cadavres. Quand il y a eu tous les squelettes, ça a donné du calcium. Et donc, les endroits où il y avait des cadavres, c'est des endroits où il y avait des coquelicots. Voilà le coquelicot des Anglais et le lien avec la géologie. Voilà. Vous voyez, la géologie, on dit c'est compliqué, mais quand on vous l'explique, c'est facilement, c'est assez drôle. Bon, je pourrais vous parler du fond de la Grande Guerre, mais je crois qu'on n'a pas trop de temps. Mais si vous avez des questions, après, je réponds à tout ce que vous voulez. Donc après, je vais passer vite, on va conclure, parce que je peux vous parler. C'était aussi l'anniversaire, alors je me suis dit, tiens, 1948, 70 ans pile, c'était la première fête de la saison morte. Après, bon, il y en a eu d'autres dans les années 80, mais c'était vraiment la première, ils ont fait une belle fête en 1948. Alors il y a plein de photos qui existent, mais c'est dommage que le papier est toujours de très mauvaise qualité. Alors je me disais, mais quand même, il y a plein de belles photos. En fait, c'est encore lié à la guerre. C'est qu'après-guerre, on n'avait plus les moyens, et on n'avait plus les moyens de faire du beau papier de qualité. Il a fallu des années pour qu'on retrouve des belles photos avec des beaux papiers glacés. Donc ces photos de la fête de la Saint-Louis, c'est dommage, mais il y a encore un lien avec la guerre, mais ce coup-ci, c'est l'autre, il n'a rien à voir avec la géologie. Et après, on arrive à 50 ans. Et voilà. Donc 50 ans, et vous m'avez invité pour ça, je vous dis pour en parler. Je voulais bien parler plus, mais je n'ai pas trouvé trop d'infos sur le béton. Donc le jeu de mots était facile, la grande mot on prend racine, c'était pas très recherché comme jeu de mots. Je suis désolé, il y en a d'autres qui ont dû la faire avant moi. Et alors j'ai fait le lien entre la grande monte et la grande guerre. Vous allez me dire, 100 ans, 50 ans. Et en fait, c'est la même problématique que la grande guerre. Quand on a voulu construire la grande monte, il a fallu s'établir un lieu sûr, il a fallu que les habitations, les communications des soldats soient à l'abri. Donc c'est pour ça qu'on a creusé le pont et l'étang du Ponant. Et on a mis ça à la côte de plus de NGF, c'est le nivellement général de la France, pour pas que la ville soit submergée en cas de surcote marine. Parce que la mer, on a parlé tout à l'heure du changement du niveau marin à grande échelle, et si vous êtes tous de la région, vous savez qu'il y a des surcotes marines régulièrement. Quand on a le vent du sud, la mer est beaucoup plus haute qu'aujourd'hui, et les côtes maximales, ça avoisine, même voire dépasse les surcotes marines des 2 mètres. Donc, à l'époque, dans l'idée des concepteurs, il fallait qu'on soit absolument sûr qu'on soit partout à plus de NGF. Sinon, les habitations risquaient d'être submergées. Alors, plus de, c'est la surface, et comme nous l'a bien fait remarquer Bernard Robert, il y a aussi des handicaps et des parkings. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte et qu'il faut bien surveiller et voir. Donc, le premier lien avec la Grande Guerre, c'était bien la Russie, et le deuxième, c'était les alimentaires non potables. Alors pendant la Grande Guerre, je vous disais, ils faisaient des forages, et là on est vraiment près du littoral. Donc c'est un peu comme la Grande Monte. Si vous faites des forages sous la Grande Monte, vous risquez d'avoir de l'eau sauvante. Et surtout quand il y a 100 000 personnes l'été qui sont là, qui veulent boire, donc il faut de l'eau. Et donc du coup, l'eau, on est allé la chercher dans le canal du Baron, la nappe du Villafranchi qui coule au nord de l'étang de l'Or, et on fait appel aussi en cas de secours avec la communauté de communes Terre de Camargue en cas de gros pics de crue. Donc, vous voyez, on retrouve vraiment les bases de la géologie appliquée, c'est les risques, c'est s'établir un lieu sûr, avoir de l'eau potable pour les populations, et donc on a un peu le lien avec la Grande Guerre. Et j'ai retrouvé les chiffres aussi pour tout ce qu'ils avaient creusé, et puisque on en parlait au déjeuner.
Dans l'étang du Ponant, ils ont enlevé 5 millions de mètres cubes de sable. Dans l'étang du Ponant, pour rehausser toute la grande route. Et c'est 1 million de mètres cubes dans le port. Et en comparaison, si vous voulez, c'est exactement ce qu'on a retiré de chaque côté du tunnel sous la Manche. Côté anglais et côté français, on a retiré chaque fois à peu près 5 millions de mètres cubes. C'est assez amusant. Alors côté anglais, eux, ce volume-là, ils ont gagné 30 hectares sur la mer, parce que comme c'était salé, ils ont dit on ne fait rien, on ne fait pas de construction, rien. Et aujourd'hui, c'est une réserve naturelle protégée. C'est devenu un écosystème complètement artificiel, humanisé, mais c'est une aire classée. C'est marrant comme quoi l'homme arrive à créer des écosystèmes et après à les classer au point de vue naturel, c'est assez drôle. Et côté français, à cause de ces débris c'est de la craie qui était riche en sel, on a comblé un gros trou. Ça s'appelait le trou du Pignon, près de Sangatte, là, il y a le cas. Et donc nous les Français, on n'en a rien fait. Il y avait un trou, on l'a comblé. Et c'est à peu près le même volume que l'étang de Ponant. Et alors après, je vous pose la question pour la grande route de devenir, parce qu'au début, je vous disais, au début de la présentation, la Camargue, elle évolue toujours. Donc vous savez qu'à la pointe de l'Espilette, je vous ai parlé de la terrible littorale, il suffit de regarder une photo aérienne, la terrible, vous voyez dans quel sens elle va. Elle vient de l'ouest de la Camargue des Salais, vous voyez que le sable, il est déplacé petit à petit, et il comble la baie. Et ça vous rappelle un peu les 4 cordons littoraux. Donc si rien ne change avec le changement des niveaux marins et tout ça, on va finir par avoir un 5e cordon littoral qui reliera Grande-Motte à Espilette. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'Espilette, pourquoi? Parce que ça forme le petit épi. Ça s'appelle comme ça depuis 1300, parce qu'à l'époque, c'était la petite pointe de sable historique qui faisait le petit épi. Et donc, ils ont appelé l'Espilette. Donc voilà, donc bien connaître la géologie, c'est intéresser à l'histoire, mais c'est aussi regarder à le futur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir mené avec talent et humour la géologie, l'histoire, la photographie, la botanique. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions maintenant, dans la salle, Frédéric Simon répondra volontiers. Ce ne sont pas des questions, ce sont deux petites précisions par rapport à la dernière image que vous avez ensemble. En fait, dès la fin des années 50, et ça on le sait de Philippe Lamour, le baron de Languedoc a amené l'eau pour pouvoir faire les premières plantations, notamment une peuplerée qui était indépendante de l'aménagement futur qui allait venir de la mission Racine. Ça c'est le premier point, donc il a eu de l'eau au départ du baron, et puis le renfort après. Et le deuxième point, c'est qu'au niveau de l'exhaustement, les sédiments ont été fortifiés par des joncs, des ajoncs. Ça s'appelle le jonchage. Et ces joncs, donc, ce sont des paysagistes qui ont eu cette technique aussi, rattachée à la baronne d'Anguedoc, en particulier l'ingénieur Élie Monroy. Voilà, donc la contribution du baron d'Anguedoc à la constitution de la grande route. Frédéric, Justement, pour poser une question sur la fin de votre exposé, où l'on voit
la Camargue, enfin le rivage de la Camargue se prolongeait vers l'Espiguette, est-ce que la Camargue ne fait pas un pont de déjection dans la mer Méditerranée, et comme les tempêtes les plus fréquentes viennent du sud-est, est-ce que, comme il y a moins d'apports de sédiments par le Rhône, puisqu'il y a des barrages depuis les années 50, est-ce qu'on n'arriverait pas à avoir la plage de la Camargue siphonnée par ces tempêtes et envoyée vers le golfe des Deux-Mortes? Et donc, moi, je me demande si la Camargue, globalement, n'est pas fragilisée par le fait qu'elle ne reçoive plus de sédiments du Rhône, et d'autre part, ces sédiments qui arrivent à l'Espiguette, je veux dire, d'un autre côté, du côté de Palavas ou de Carnon, il y a au contraire de Villeneuve et Maguelone, il y a au contraire une surérosion, et la Grande Motte se retrouve à bénéficier de la dérive littorale, de la contre-dérive littorale Palavas-Carnon, et la jetée ouest de Palavas a grandi, la plage fait 200 mètres plus de large, alors que à Palavas, ça rogne énormément. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une recherche qui est menée au niveau national par rapport à la stabilité de la Camargue, par rapport à ce sapage en mer, je dirais, de la base des Caps. Parce que véritablement, si on veut faire de l'aménagement durable de toute la côte de la baie des Deux-Mortes, il me semble que ça serait une étude importante parce que ça permettrait de visualiser, peut-être faire revenir les sédiments qui arrivent du nord des étangs de l'Orne, de Péronne, je veux dire, il y a plein de barrages qui n'existaient pas auparavant. Dans votre livre, il est bien dit que c'était qu'un seul étang qui s'appelait l'étang de Péronne. Et donc, véritablement, il faut que le Lez et les étangs de l'ouest de la baie des Deux-Mortes puissent véritablement renflouer la dérive littorale avec leurs propres produits. Or, actuellement, c'est les étangs du sud de Montpellier qui sédimentent. La question, c'est une question que je voulais poser aussi. Pourquoi on a une dérive littorale de Sainte-Marie-de-la-Mer vers l'est et une autre en sens inverse? Et alors l'autre est point d'équilibre. Est-ce qu'il y a une explication à cette inversion? Il y a probablement une explication, mais moi je ne suis pas littoraliste. Mais pour répondre, moi j'allais répondre au complément. Les collègues sauraient répondre à des littoralistes qui sont plus que moi sur le sujet. Par contre, pour répondre à nous, le BRG, on travaille à la fois côté Occitanie, côté province. On a fait plein de rapports sur la submersion des Seine-Paris de la mer, sur Palavas des flots, ils ont un tas de modèles, ils étudient tout ça. Alors vous avez raison en disant que si on met moins de sédiments, forcément ça érode plus. Mais tout ce qu'on érode aujourd'hui, tous les sédiments que vous voyez là, en fait c'est l'ancien delta pointu, qui est des sédiments qui est apporté par le Rhône de Saint-Ferrand. Vous savez, s'il y avait une image au début, je vous disais c'était 5 km. Donc il y a un effet de latence, c'est pas immédiat, c'est pas les sédiments du siècle dernier qui se retrouvent là. Ça peut être des sédiments qui ont 2000 ans, qui étaient sur. Vous voyez, c'est beaucoup plus. Il y a énormément de paramètres. Mais après, pour la réponse de Bernard, avec le flux du milieu, ça je suis compétent, c'est pas ma spécialité. Une question? Oui, moi je voudrais revenir à l'histoire médiévale. Et vous nous avez parlé de ces galets de serpentine dont vous tracez l'origine dans la région de Gênes. Et donc ça signifierait qu'il y a eu des échanges importants au Moyen-Âge et entre Gênes et cette partie du Languedoc, et que Aigues-Mortes était donc un port avec une activité importante. C'est beaucoup de témoignages de ceci en historiquement. Tout à fait. Il y avait même un sud de Gênes, les Génois venaient faire le commerce, c'était eux qui dominaient la Méditerranée à cette époque-là. Et même c'est
Eugémon Louis Bocanegra qui est à l'origine de la construction des remparts aussi. Donc on est vraiment très, très liés avec Gênes, les Gomorrhes de l'histoire sont très proches, Moyen-Âge. Une prospérité. Et la famille de Conseil dont je parlais aussi tout à l'heure sur François Ier, ils sont typiquement arrivés vers 1300, ils s'appelaient concili, ils l'ont francisé en 2 conseils, mais il y a énormément de notables et gomortais qui sont venus de cette époque-là. Eux, les conseils, c'est vers 1313-14. D'autres questions? Jacques? Non. Merci beaucoup. Moi, c'était une question, remarque, par rapport à ce que vous expliquiez sur le fait que très peu de villes ou de villages étaient installés sur le littoral en raison des problèmes d'approvisionnement en eau, durant surtout aussi la période médiévale, où nous en parlons ici. La question que ça m'a soumise, c'était les familles de Maguelone qui étaient installées sur le littoral, même si le cordon littoral était plus éloigné, était quand même au milieu de la lagune. Et puis la petite remarque que ça me suggérait aussi, c'était le fait que même dans les villes qui étaient dans les terres, on avait des problèmes de pollution de l'eau qui supposaient des difficultés de ravitaillement. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, vous avez quand même tendance à boire du vin principalement. Donc l'approvisionnement en eau potable, c'est vrai que je trouve que c'est une hypothèse vraiment intéressante et qui a une forme de cohérence et qui après peut ne pas expliquer complètement. Tout à fait, mais juste pour rebondir sur Maguelone, pourquoi il y a du nom à Maguelone? Parce qu'il n'y a pas de ça. Vous allez, Maguelone, c'est un niveau volcanique, et si vous y allez, vous verrez que la Terre est noire. Oui. Et donc, quand vous avez du sable, c'est poreux, l'eau s'infiltre, alors que Maguelone, c'est du basalte, ça s'intègre très facilement, ces roches volcaniques-là, et vous avez une partie argileuse, et vous pouvez avoir une petite nappe d'eau phréatique, à ce moment-là, qui intégrait un petit réservoir souterrain pas très profond. Donc si c'était uniquement sableux, uniquement le cordon littoral, voilà pourquoi il est appelé Maguelone. D'ailleurs, je rebondis, Psalmodie, la ville de Psalmodie, elle est aussi sur un îlot, et l'îlot, le terrain de Psalmodie, c'est du conglomérat, c'est pas du sable, donc il doit y avoir une petite nappe d'eau, et c'est pour ça que la période, juste après Poteau, même dans l'Antiquité, ils se sont installés là, parce que toujours moins il y avait petit peu d'eau. Oui, et du coup, je rebondis aussi, et c'est pour ça que c'est valable aussi pour des pays comme Lac, comme Agde ou Frontignan, par exemple, qui doivent avoir des situations géologiques similaires. L'implantation humaine, elle est vraiment dictée par nous. Il n'y a pas d'eau, pas de village. Je précise que la question a été posée par Julie Galano, qui est historienne, qui nous a fait une conférence l'an dernier. Et elle nous a traduit un manuscrit de Louis IX. C'est une demande au podestat de Gênes pour la fourniture de 5 nefs et plusieurs barcasses. Voilà. Donc on a le texte en latin maintenant. Parce que déjà pour lire l'écriture sur le manuscrit, c'est pas facile. Maintenant on l'a en latin, il va falloir le traduire. Autre question, monsieur Louis. Monsieur Louis est géographe à Marseille. Vous avez remarqué tout à l'heure que c'est une carte du siècle et le texte qui l'accompagne. J'ai précisé qu'à Aigues-Mortes, il n'y a pas d'eau potable et que les Aigues-Mortais vont chercher en charrette de l'eau potable à une source qui est loin. On peut avoir la Carbonnière, probablement sur des puits qui sont alimentés par une remontée d'eau douce le long d'une faille. Là, on a sur une minute, un petit peu, de l'eau douce qui est à proximité. Et c'est écrit dans un texte. De à peu près 500 mètres, 500 mètres. Carbonnière, on s'abonne, on n'est pas loin. C'est probablement la même chose. D'autres questions? Voilà. Ah, une question, excusez-moi. J'aurais aimé qu'il nous explique la photo qui était au-dessus de la grande montagne, la dernière photo. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette photo en dessus du plan de la grande montagne et de la grande montagne?
si vous voulez, c'est la Grande Motte, avant la Grande Motte. Et c'est une photo qui date de 1963, j'aurais pu le dire. Et en fait, vous reconnaissez, là, vous avez, c'était le domaine, ce chemin-là, ça correspond à ce chemin-là. Donc, si vous voulez, c'est le littoral de la Grande Motte, avant le port qui a été construit là, ici. Le port actuel est à peu près à ce niveau-là. Donc, je vous ai mis la Grande Motte avant la Grande Motte. On voit pas bien le. Là, vous avez la passe à des années. Pour vous repérer. Oui, il y a un bord de mer, mais alors, l'étang du Ponant, on voit la place des Amis. Et pourquoi on voit la place des Amis? Parce qu'en 58, il y a eu une crue du jour important qui a creusé l'étang, la baie de retour était complètement creusée. C'est pour ça qu'on a récupéré les sédiments avec leur structuration, tout ça peut. Mais je pense que cette photo, elle peut être de 63. 63. Il y avait encore. Plus près du micro. Il n'y avait que des vignes. On les voit derrière les vignes. Oui, il y avait des fossés, il y avait également deux vignes. Lève ton micro. Oui. On voit une grande trace. C'est le fond. Ici, vous avez une route qui va. Donc cette trace, elle va direct à la mer. Voilà. Sur la droite, vous avez l'île capricieux. C'est de Y, c'est une trace d'une grosse crue du Bigot. Voilà. Oui, voilà. Donc, il correspond à la place des Bigots. Parce que là, il y a une page géologique et il y a toujours une évacuation et donc, ça, c'est l'impression de la place des et là, au-dessus, une restine, et tout ça, c'est la artificialité. Voilà. J'aurais voulu avoir une géologie de la serpentine, donc c'est tout à fait différent. Je voulais savoir s'il y avait une analogie géologique avec ce qu'on appelle les variolites dont vous parlez dans un des livres, qui sont sur les formes, je crois bien de la violence, parce que c'est le même genre que c'est la violence. Oui, alors variolite et serpentine, c'est un peu la même famille, si vous voulez, je ne sais pas trop détaillé. C'est les mêmes roches du manteau supérieur. Les variolites sont un niveau un peu supérieur. Donc le composant numéro, si vous voulez, pour vulgariser, la serpentine, c'est qui permet encore plus pur, alors que la variolite, c'est une tape juste au-dessus, et il n'y a pas de roches du manteau. C'est un vulgarisant, un des très très grandes lignes, voilà, c'est ça. C'est des roches du manteau, mais pas à la même profondeur. Sur la profondeur. Cette rencontre pour se terminer. Nous remercions beaucoup de votre participation, de votre présence. Nous retrouvons encore dans ce soir ici. Je pense que vous êtes intéressés à la même chose. Et une dédicace